RTCI. RRTCI. Santé pour tous. Santé pour tous, Magazine médical, produit et présenté. par Denis Echéouch. Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine médical Santé pour tous qui se propose aujourd'hui et à l'occasion de la tenue à Tunis ces jours-ci du 29e congrès national de la STGO, la Société tunisienne de gynécologie obstétrique, de se consacrer au cancer du col de l'utérus qui après le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez la femme. Au sommaire de notre émission Actu Santé, zoom sur ce 29e congrès national de la STGO, le programme scientifique, les thèmes débattus, les avancées de la médecine et les recommandations. Dans À la Une, plein feu sur le cancer du col de l'utérus et en particulier sur le dépistage et la prévention de ce cancer, car en effet, le cancer n'est pas toujours une fatalité et notre meilleure arme pour combattre cette maladie est sans doute la prévention et le dépistage. Dans Fais pas ci, fais pas ça, les médecins ici présents tireront la sonnette d'alarme dénonçant ces mauvais gestes, ces attitudes qui peuvent entraîner des conséquences graves pour la santé. J'ai donc le plaisir d'accueillir aujourd'hui le professeur Leila Atiya Mahbouli, qui est chef du service gynécologie au CHU Charles Nicolle et vice-présidente de la STGO, le professeur Khaled Neji, qui est chef du service B au centre de maternité Wassila Bourguiba, président de la Société tunisienne de gynécologie obstétrique, la STGO, et le professeur Hatem Bouzayen, qui est professeur en chirurgie carcinologique à l'Institut Salah Aziz, membre de la Société tunisienne de chirurgie oncologique nouvellement créée. Bienvenue à tous et merci d'avoir accepté notre invitation. L'actu santé. Donc je le disais en ouverture, en ce moment se tient le 29e congrès national de la Société tunisienne de gynécologie obstétrique, la STGO, un congrès qui se poursuivra encore demain et après-demain. Pour en savoir plus, tout de suite avec nous, le professeur Khaled Neji. Vous êtes président de la STGO, chef du service B au centre de maternité Wassila Bourguiba. Alors il paraît que ça a démarré très fort, ce congrès, il y a beaucoup de monde, du beau monde aussi, Oui. venu de l'étranger. Racontez-nous tout cela. Oui, absolument, Delia. Donc, merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir d'être dans ton studio pour parler d'événements de la STGO, justement. Alors, la première journée, c'était consacré au cours pré-congrès. On a eu 3. Et donc, ça parlait de carcinologie, de procréation médicalement assistée et d'obstétrique aussi, sur l'utérus cicatriciel, la césarienne qui nous pose aujourd'hui beaucoup de problèmes. Et puis, on va enchaîner aujourd'hui par la Beaucoup de première problèmes journée. parce que tout le monde a recours à la césarienne, même s'il n'y a pas d'indication pour, en fait, je crois. De plus en plus, effectivement, de plus en plus. On est en train d'atteindre des taux alarmants de césarienne et effectivement, il va falloir un jour tirer la sonnette d'alarme par rapport à ça. Pourquoi vous dites alarmant? Je profite de l'occasion, même si ce n'est pas le sujet de l'émission. Racontez-nous. Alarmant parce que la césarienne n'est pas dénuée de risques, surtout lorsqu'elle n'est pas indiquée. C'est vrai qu'on est en train de récolter des complications qui sont inhérentes à cette intervention, qui est dans la tête des gens un peu banale, mais c'est pas banal du tout. D'accord. On est en train de voir des complications inhérentes à ça et qu'on peut éviter par une bonne indication de la césarienne. Il va falloir rappeler cela aussi bien à la population générale, aux patientes et aux médecins. Ce sera peut-être le sujet d'une prochaine émission. J'espère bien, oui, ça vaut le coup. Très bien. Alors, donc, quoi d'autre au programme? Racontez-nous. Alors, sinon, donc, le programme, je disais, est très riche, scientifiquement très riche. On va parler d'anémie du fœtus et le fœtus, avec toutes les techniques innovantes qui parlent de transfusion dans le ventre de la maman, in utero. Il y aura la gynécologie médicale. Il y aura aussi une session particulièrement intéressante avec la Société tunisienne d'anesthésie et réanimation qui va parler de l'hémorragie au cours de l'accouchement et au décours de l'accouchement. Et pour ça, on a invité des gens qui sont venus même d'Inde, des gens qui ont beaucoup d'expérience et qui ont même inventé leurs propres instruments pour faire face à cette situation. Alors sinon, on va parler aussi de santé sexuelle et reproductive. On va parler de techniques innovantes en matière de traitement du fibrome. C'est intéressant à chaque fois dans les différents congrès, c'est ça, c'est les techniques innovantes, c'est les nouvelles du monde de la médecine. C'est très intéressant, je dirais même que c'est une première. On va parler de ça au Maghreb du moins, d'une technique qui va éviter l'intervention et opérer les fibromes, c'est le HIFU, donc c'est à la mode en ce moment.
On va parler aussi, il y aura une section de sexologie. Depuis quelques années, donc on parle aussi de sexologie à la STGO. Ça, c'est pour la première journée. Je vais clôturer donc la première journée en annonçant une manifestation culturelle qui va avoir lieu au théâtre municipal de Tunis. Ça sera donc l'orchestre symphonique. Ah ben c'est ce soir alors. C'est ce soir, oui, c'est ce soir. Donc c'est vendredi, c'est ce soir. L'orchestre symphonique de Hafez Makni qui va donc célébrer cette soirée de la STGO. C'est une soirée caritative en fait parce que la STGO s'engage, j'ai cru comprendre, contre les violences faites aux femmes. Professeur Leila Atiyah D'abord, Mahbouli. merci pour l'invitation, Je vous en Donia. prie. En effet, cette année, la STGO s'engage encore plus auprès des femmes et a décidé d'organiser une soirée caritative au théâtre municipal qui va être animée par l'Orchestre symphonique de Tunis. Et les bénéfices vont revenir à une association qui prend en charge les femmes célibataires, les femmes battues, mais également les femmes victimes de ségrégation raciale, notamment les femmes subsahariennes qui vivent en Tunisie et qui sont dans la rue carrément. C'est l'association Amal. Ô femme, comment tiens-tu encore debout? Debout depuis l'éternité des larmes. Et donc voilà, tous les bénéfices de cette soirée vont revenir à cette association pour qu'elle puisse acheter tout ce dont elle a besoin, notamment le lait pour les enfants des femmes célibataires, les fournitures scolaires, l'aménagement de la structure, notamment en achetant des lits, des armoires, etc. Donc il faut y aller nombreux ce soir, donc aller assister à ce spectacle de l'Orchestre symphonique de Carthage au théâtre municipal de Tunis. Voilà, il faut y aller nombreux justement, on encourage tout le monde à y aller, c'est pour la bonne cause. Essayez de rentrer sur Tezkerti ou alors carrément au guichet du théâtre s'il y a encore des places disponibles. Alors, revenons à nos moutons aussi, comme dirait l'autre, le programme donc de ce 29e congrès national de la STGO. Tout à l'heure, le professeur Khaled Neji nous a annoncé les 2 premières journées, ô combien riches, d'enseignements scientifiques, de nouvelles aussi, du monde de la médecine. La dernière journée, alors, ce sera... Alors la dernière journée, comme le médico-légal étant sur la sellette ces dernières années, nous avons programmé une session qu'on a appelée Faites entrer l'accusé, avec un jeu de rôle entre obstétricien, juge, avocat et la victime elle-même. Et ce jeu de rôle sera animé par le professeur Israël Nizan, qui est le président du Collège français de gynécologie obstétrique et qui est un expert mondial en matière de médico-légal en obstétrique. On parlera également de cancer de l'endomètre, de certaines pathologies obstétricales, notamment la rupture prématurée des membranes, le retard de croissance intra-utérin. Il y aura également une autre session de chirurgie urogynécologique. Et puis l'assistance médicale à la procréation étant toujours une session incontournable, on recevra des sommités mondiales qui nous exposeront les avancées techniques en matière de prise en charge de l'infertilité du couple. Il y aura également des sessions parallèles avec d'autres sociétés savantes, notamment la Société de médecine générale et la Société de médecine de famille. Et puis, s'agissant d'une cause qu'on s'est fait nôtre, il y aura une session Global Health, au cours de laquelle il y aura des experts tunisiens, mais également africains et européens, notamment de la Fédération internationale de la gynécologie obstétrique, et on fera un véritable plaidoyer de la vaccination anti-HPV, dont on parlera tout à l'heure, je suppose. C'est le sujet du jour, tout à fait. Merci beaucoup. À la une. C'est donc au cancer du col de l'utérus que se consacre notre émission aujourd'hui, avec une attention toute particulière au dépistage et à la prévention de ce cancer qui, après le cancer du sein, est le cancer le plus fréquent chez la femme. À la fin de l'émission, vous saurez tout sur les causes, les facteurs de risque, les symptômes, les traitements, mais surtout, et pour éviter d'en arriver là, nos médecins spécialistes ici présents vous diront tout de la prévention et du dépistage du cancer du col de l'utérus. Alors on va commencer tout d'abord avec vous, professeur Hatem Bouzayen, si vous le voulez bien. Vous êtes professeur en chirurgie carcinologique à l'Institut Salah Aziz et puis membre de la Société tunisienne de chirurgie oncologique nouvellement créée. Est-ce qu'on pourrait dans un premier temps rappeler qu'est-ce que c'est que le cancer ? Merci Donia pour l'invitation et merci de t'intéresser au cancer en général et au cancer du col en particulier. Ce cancer qui souffre un peu de la célébrité du cancer du sein. D'ailleurs, on vient de terminer le mois d'octobre qui est désormais très célèbre avec cette histoire d'Octobre Rose. Ouais. Il y a eu des dizaines de manifestations en Tunisie et des centaines dans le monde. C'est que tout le monde s'intéresse un peu au cancer du sein, vu sa fréquence. Et on parle peu du cancer du col, et c'est bien de s'y intéresser, parce que c'est vraiment un cancer très particulier. C'est l'un des rares cancers dont on connaît très très bien
La cause, on va en parler tout à l'heure. Pour revenir un peu à ta question, Oui, la le définition, cancer. le cancer. Ben, si on se parle de la définition exacte, c'est une définition histologique. C'est pour ça qu'on dit que le diagnostic de cancer ne peut être qu'histologique. C'est une multiplication anarchique de cellules qui échappent aux mécanismes normaux de régulation. Je D'accord. sais, cette définition paraît un tout petit peu spécialisée, mais quand on parle un peu du cancer en général, le cancer c'est quelque chose d'ancien, qui a été décrit par les Égyptiens. On a trouvé des papyrus qui parlent un peu de cancer. Et quand on regarde un peu la définition de l'OMS, c'est une définition qui est un peu plus accessible à monsieur tout le monde. Le cancer est un terme général appliqué à un grand groupe de maladies qui peuvent toucher n'importe quelle partie de l'organisme. Et l'une de ces caractéristiques est la prolifération rapide de cellules anormales qui peuvent estimer dans d'autres organes. D'accord. Et c'est ça le problème. C'est-à-dire, le cancer, quand on arrive assez tôt, on arrive quand il touche l'organe primitif, la tumeur primitive, et c'est là où on peut traiter avec le minimum de frais et on peut espérer la guérison. Mais le cancer, quand il évolue, quand on arrive tard, on a du mal à le traiter, on a du mal à guérir, et c'est là où on passe du Il a gagné curatif du au terrain palliatif. avec cette Exactement. prolifération anarchique dont vous parliez. Exactement, et quand il va s'aimer au niveau de l'organisme, un traitement local, qu'il soit par chirurgie ou par radiothérapie, n'est pas suffisant, et c'est là qu'il faut avoir besoin des traitements généraux, à savoir la chimiothérapie, et même quand on utilise ces traitements, il est difficile de guérir la maladie quand elle arrive à des stades métastatiques, Ouais. et c'est pour ça qu'on insiste sur le diagnostic précoce et le Et dépistage. sur la prévention, bien entendu. Je crois savoir que le ministère de la Santé publique avait mis en place il y a une quinzaine d'années un plan cancer Tunisie. Alors où est-ce qu'il en est aujourd'hui ? Exactement, ce plan cancer, en fait, il est à chaque fois repris. Le dernier en date, c'est le plan cancer 2015-2019. Là, on est en train de préparer le plan cancer qui va commencer à partir de 2020. Ce plan est très intéressant parce que, certes, il parle du cancer en général, mais il s'intéresse aux particularités de la Tunisie. Parce que, mine de rien, nous, on a nos particularités. Généralement, le cancer, il touche les populations un peu plus jeunes qu'ailleurs. Ceci est vrai pour certains cancers comme le cancer du sein et comme le cancer du col aussi. On a nos particularités parce qu'on a pas mal de mariages consanguins encore, Oui. malgré qu'on Oui. n'est pas comme les autres pays. Malgré une protection, on va y revenir et reparler de ça avec le cancer du col, du fait que maintenant les femmes se marient un peu plus tard que dans Oui. d'autres pays, parce que l'âge précoce du premier rapport est l'une des causes du cancer du col. Donc on a quelques particularités qui font qu'on doit avoir notre plan cancer à nous. Et ce plan cancer, il tient compte non seulement de ces particularités épidémiologiques, mais il tient aussi compte de nos moyens. Parce Oui. que le problème avec le cancer, c'est que certes, c'est une maladie grave qu'on arrive à guérir de plus en plus, mais les moyens thérapeutiques sont de plus en plus chers et de plus en plus difficiles à acquérir. Donc ce problème, c'est un problème mondial, mais dans les pays pauvres, souffrent plus. Donc ce plan cancer relate les faits, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a comme cancer, quels sont les cancers les plus graves, quels sont les plus fréquents, mais également quels sont les moyens fournis par le ministère et par le pays pour essayer de lutter contre ce cancer, soit en matière de dépistage et de prévention, mais également en matière de traitement. D'accord. Et quels sont les principaux cancers féminins ? C'est une bonne question parce que depuis tout à l'heure, depuis qu'on a commencé l'émission, vous dites que le cancer du col est le deuxième cancer de la femme. En fait, Oui. c'est le deuxième cancer féminin. En fait, de par la fréquence, quand on parle des cancers qui touchent la femme, il est le quatrième. Parce qu'il y a le premier, c'est le cancer du sein, et de loin, c'est à lui Oui. tout seul, c'est le tiers des cancers de la femme. Et malheureusement, dans le monde, le cancer qui est en train de gagner du terrain chez la femme, c'est le cancer du poumon, à cause justement À du cause tabac. du tabac. Voilà. Et arrête de faire ton innocent sur les paquets de cigarettes. Fumais-tu, tu m'étonnes, mais tu m'aides. Quand on parle des cancers typiquement féminins, C'est le cancer du col qui vient en deuxième position, surtout dans les pays en voie de développement. Parce que dans les autres pays, on va en parler. Vous savez qu'il y a des pays, comme dans les pays scandinaves, le cancer du col, à proprement parler infiltrant, il a été presque éradiqué. Ils ont plus des lésions pré-néoplasiques et ce qu'on appelle le carcinome in situ, c'est-à-dire le premier stade qu'on appelle vulgairement le stade 0. Ils ont presque plus de cancer infiltrant grâce justement
au dépistage par le frottis et maintenant avec le vaccin. Je ne vais pas anticiper sur ça, avec on va le en vaccin, parler. tout à fait. Donc un exemple à suivre, on en reparlera tout à l'heure avec le professeur Khaled Neji notamment. Alors, les principaux cancers féminins, donc le sein, le col de l'utérus, Il y a le cancer de l'endomètre. Oui. C'est-à-dire si on sort des cancers féminins peau, on va parler du cancer du poumon, le cancer colorectal qui est en troisième position et le cancer de la peau. Si on parle des cancers féminins, il y a le cancer du sein, il y a le cancer du col, il y a le cancer de l'endomètre et puis un peu plus loin vient le cancer de l'ovaire qui est certes loin de par sa fréquence mais qui est grave puisqu'on le diagnostique assez tardivement. Mais on n'est quand même pas sorti de l'auberge, donc voilà. Qu'est-ce que le col de l'utérus, lui, déjà, avant même de parler de cancer? Un petit peu un rappel anatomique? Ah bah, je me ferai un plaisir puisque c'est moi qui enseigne l'anatomie à la fac. Donc bien. Voilà. En fait, on a un organe qui est très particulier, qui est l'utérus, qui est situé au niveau de la région pelvienne. Et s'il est situé pas, là-bas, c'est pas par hasard, c'est qu'il puisse avoir de l'espace pour grandir, pour contenir le bébé. Et justement, il a deux parties. Une partie qui va servir de réservoir pour contenir le bébé, qui s'appelle le corps de l'utérus. Et c'est cette partie qui est tapissée par un épithélium qu'on appelle l'endomètre, qui est à l'origine du cancer de l'endomètre. Et puis, il y a une deuxième partie qui va laisser passer le bébé. D'ailleurs, l'intérieur de cette partie, il y a un arbre qu'on appelle l'arbre de vie, puisque c'est de là où passe le bébé, et ça s'appelle le col de l'utérus. La particularité de ce col de l'utérus, c'est qu'il est dans une partie vers l'extérieur, puisqu'il s'ouvre dans le vagin. Et cette partie qui est vers l'extérieur est tapissée par un épithélium, par un revêtement, qui s'appelle un épithélium qui est pavimenteux. Et c'est cet épithélium-là qui est à l'origine du cancer le plus fréquent et de loin de cancer de l'utérus, qui est le carcinome épidermoïde. On va y revenir puisque ce carcinome a la particularité de survenir suite à l'infection par un virus. Qu'est-ce que le cancer du col de l'utérus? Donc ça va être cette tumeur qui va se développer à partir de, vous l'appelez comment, l'épithélium, le tissu de revêtement. Exactement. En fait, au niveau du col, comme je vous ai dit, on a une partie qui est vers l'extérieur, qui est tapissée par un revêtement qui est pavimenteux, une autre partie qui est à l'intérieur, qui est tapissée par un autre revêtement qui est monocouche, qui est cylindrique. Et la rencontre entre ces deux parties, puisque la rencontre entre deux parties, on l'appelle la zone de jonction. Et c'est à partir de cette zone de jonction qui est très fragile que commence la quasi-totalité des cancers. Les plus fréquents, comme on l'a dit, c'est les carcinomes épidermoïdes qui sont dans la partie externe de ce revêtement, et les autres qui sont d'une fréquence de 5 à 10%, ils sont à l'intérieur, ça s'appelle les adénocarcinomes. Je sais que ce sont des termes techniques, mais pour le col, c'est très important parce que ce carcinome épidermoïde qui vient de ce revêtement qui est externe, il est très particulier parce que, je le répète, il est dû à un virus, et ça, c'est vraiment quelque chose de très particulier pour un cancer. Est-ce qu'on a quelques chiffres dans le monde ou bien en Tunisie? Et effectivement, on est en train de parler d'une pathologie qui constitue aujourd'hui un problème de santé publique dans les pays, surtout, comme disait mon collègue tout à l'heure, donc dans les pays en voie de développement. Et c'est un problème qui a un impact aussi socio-économique assez élevé. C'est très important. Alors, pour avoir une idée, de par le monde, en 2012, par exemple, on a pu recenser plus que 500 000 nouveaux cas. Nouveaux cas, donc c'est exactement 530 000 nouveaux cas. Avec une mortalité qui atteint 270 000 décès par cancer du col. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme, de par le monde. Pour avoir une idée sur la région MENA, Moyen-Orient et Afrique du Nord, par exemple, les chiffres sont tout aussi alarmants. On parle de 100 000 nouveaux cas, avec 46 000 décès par an par cancer du col. Donc tout ça, lorsqu'on sait que c'est un cancer qui est induit par un virus, donc ce cancer peut être prévenu, peut être dépisté, soit par, on va en parler tout à l'heure, par le frottis ou par la vaccination. Oui, c'est toujours bon de le rappeler de toute façon, oui. Oui, donc c'est pour dire que vraiment, ça vaut le coup d'insister sur ce dépistage pour essayer de réduire en tant soit peu ces chiffres qui sont très alarmants. On a des chiffres tunisiens. Alors, en Tunisie et au Maghreb. Au Maghreb, en Algérie et au Maroc, on est aux environs de 1500 au Maroc, par exemple, et 1320 en Algérie. En Tunisie, on est entre 250 et 300 cas. C'est normal, cette disparité, parce que ce n'est pas la même population. Donc, de prime abord, ça paraît, c'est vrai, c'est un cancer qui n'est pas très fréquent, 300 cas par an, ça peut ne pas paraître important. Mais si on voit l'impact socio-économique, et surtout que ces cancers-là sont
dépistés tardivement, au stade 3 et 4, c'est-à-dire là où il n'y a plus rien à faire pratiquement, c'est là où il faut faire des efforts beaucoup plus importants en matière de dépistage. D'accord, je me tourne vers vous, professeur Leila Atiamambouli. Est-ce qu'on peut approfondir les causes et puis en même temps citer les différents facteurs de risque, hein. Là, vos deux confrères en ont cité quelques-uns, j'aimerais qu'on y revienne un peu plus. Je vais juste rajouter quelque chose par rapport à ce que vient de dire professeur Khalni. Je vous en prie. Par rapport au nombre de cas dénombrés en 2014, et je pense qu'on a les mêmes chiffres, c'est en fait le registre du cancer, c'est à peu près 265 nouveaux cas par an. Et on espère, il faut rester quand même la Tunisie, et on espère quand même arriver à réduire ce nombre de 25% à peu près d'ici l'année 2024 grâce justement au plan cancer. Alors concernant les facteurs de risque, comme viennent de le dire mes deux collègues, l'infection au papillomavirus humain constitue le primum movens. Il s'agit essentiellement d'HPV oncogènes, qu'on appelle les HPV oncogènes, parce qu'il y a des HPV, enfin des virus qui ne sont pas oncogènes, et ils sont retrouvés dans à peu près 99% des cas des cancers du col de l'utérus. Il y a certains types qu'on connaît, c'est les 16, 18, 31, 33, 35 et d'autres aussi. Épargnez-nous les détails techniques. Voilà. Et donc plus que la simple infection à HPV, c'est sa persistance qui expose au risque de cancer du col de l'utérus. Il y a également le tabac. Sur les paquets de cigarettes, fumais-tu? On va revenir tout à l'heure dessus. Les premiers rapports sexuels précoces, l'immunodépression, les partenaires sexuels multiples, aussi bien pour la femme que pour son partenaire, la multiparité, c'est-à-dire les femmes qui ont beaucoup d'enfants, le bas niveau socio-économique. Il faut savoir également que le cancer du col de l'utérus n'est pas hormonodépendant, mais que les œstroprogestatifs, donc la pilule œstroprogestative, pourrait favoriser les cancers glandulaires. Est-ce qu'il y a un public cible? Est-ce que ça touche une tranche d'âge particulière? C'est essentiellement les femmes jeunes. Habituellement, c'est des femmes jeunes, entre 30-45 ans à peu près, voire moins jeunes des fois. Tout à l'heure, on parlait de la zone de jonction au niveau du col. Oui. Alors, plus on est jeune, plus cette zone de jonction est immature. Et plus elle est exposée et à même de développer des infections. Des infections, et c'est une histoire très longue, le cancer du col. C'est une histoire longue et qui peut rebrousser chemin. C'est-à-dire que les femmes qui ont des HPV oncogènes ne feront pas nécessairement des cancers du col. Mais il faut savoir que le primum movens, ce sont ces infections-là qui vont évoluer pendant plus d'une dizaine d'années. Silencieusement, pendant plus de 10 ans. Tout à fait. Je peux ajouter quelque chose. Professeur Bouzaïen. C'est ce qui est très intéressant, c'est parce qu'on connaît l'histoire naturelle du cancer du col, chose qui n'est pas valable pour la quasi-totalité des cancers. On sait que le primum movens, c'est justement cette infection par HPV, on va obtenir des cellules infectées, ces cellules infectées, ils ont même une appellation qu'on appelle coïlocytes, et puis on va évoluer vers des petites lésions. Comme je vous ai dit, le revêtement il est fait par plusieurs couches, on va avoir une première couche qui est atteinte, et puis les autres couches. Quand on atteint le tiers des couches, on est ce qu'on appelle dans une dysplasie légère. Et puis, ça va évoluer vers la dysplasie moyenne, modérée, quand on a les deux tiers, et puis la dysplasie sévère, qui est l'équivalent de carcinome in situ. Et puis, il va y avoir l'infiltration, qui est le carcinome infiltrant. Toute cette évolution peut durer une quinzaine d'années. Je ne vais pas anticiper sans qu'on se rende compte de rien, sauf si on fait un dépistage, un frottis. Donc, je ne vais pas anticiper sur ça, mais quelque part, ce cancer nous laisse une quinzaine d'années pour agir avant qu'il arrive. Et on a le moyen d'agir. Il est sympa, en quelque sorte. Il est sympa. Et c'est nous qui ne sommes pas... qu'on ne saisit pas cette sympathie pour arriver à temps et ne pas avoir le cancer infiltrant, qu'on va y arriver, on va en parler tout à l'heure, qui est vraiment quelque chose de très grave. D'accord. Alors dans le public cible, je reviens à vous, professeur Leila Atia, on dit que souvent il arrive avant la ménopause, chez la femme qui a eu plus d'un enfant. C'est vrai? C'est pas vrai? Oui, tout à fait. Généralement, c'est des femmes qui sont en activité génitale, qui sont encore actives sexuellement et qui ont encore des menstruations. Et puis, c'est des femmes qui ne sont pas ménopausées. Habituellement, les femmes ménopausées, c'est plutôt le cancer de l'endomètre. On est bel et bien dans une maladie que certains même appellent une maladie sexuellement transmissible. Donc si on compte on va se donner une femme qui commence à avoir des rapports à partir de l'âge de 25-30 ans, il faut compter donc 15 à 20 ans après pour que apparaisse ce cancer, si jamais il ne se fait pas dépister correctement. D'ailleurs, il y a un terme qu'on aime bien utiliser et qui est exceptionnel en matière de cancer, c'est que ce cancer est évitable.
Et c'est ça qui est très particulier pour le cancer du col, et on va en parler tout à l'heure avec le dépistage et le vaccin. D'accord. Alors moi, j'aimerais revenir un petit peu maintenant sur les symptômes. Est-ce qu'il y a des symptômes? Est-ce qu'il y a des signes d'alerte? Parce que là, on met 15 ans à se rendre compte qu'il est là. Est-ce qu'il n'y a pas eu... Si on ne va pas faire un frottis, bien entendu, si on ne se fait pas dépister, est-ce qu'il y a un signe qui peut alerter les femmes? Oui, tout à fait. Alors, quand il s'agit de lésions précancéreuses, donc des lésions d'un cancer in situ ou alors ce qu'on appelle les CIN, le col peut être tout à fait normal. Tout au plus, on va avoir des fois des petites zones abrasées, une petite inflammation du col. Oui, mais ça, la femme, elle ne peut pas s'en rendre compte. Voilà, tout à fait. Et donc, il n'y a pas de véritables symptômes. Là où il y aura des symptômes, c'est les carcinomes qui sont évolués localement, ou alors les carcinomes qui sont pas très évolués, qui a plusieurs stades. Le signe le plus important, c'est les métroragies, donc des saignements anormaux. C'est des métroragies qui sont habituellement capricieuses, qui sont indolores et souvent provoquées soit par une toilette vaginale, soit à la suite d'un rapport sexuel. On peut également retrouver des fois des pertes mucopurulentes, c'est-à-dire des pertes un peu purulentes, inhabituelles. Okay. Et dans les formes compliquées, les formes localement avancées, on va retrouver des douleurs pelviennes, des épreintes, des signes urologiques quand il y a une atteinte des urtères. Et là, il vaut mieux tout de suite aller consulter. Voilà, tout à fait. Il faut pas atteindre ce stade-là. D'accord. Il faut consulter bien avant. Alors justement, quand la patiente arrive en consultation, comment vous allez établir le diagnostic? Sur quoi est-ce qu'il va reposer ce diagnostic? Quels sont les examens que vous allez pratiquer? Alors d'abord, il faut savoir, comme vient de dire mon collègue, c'est un cancer qui est visible à l'œil nu. Parce que le cancer localement avancé ou alors les formes tumorales, on va retrouver un véritable bourgeon au niveau du col qu'on verra au simple examen au spéculum en consultation. D'accord. Et donc là, le diagnostic est évident. Mais il faut savoir que le diagnostic, comme on l'a dit tout à l'heure, il est histologique. Donc il va falloir procéder, quand on a un bourgeon au niveau du col, on procède à ce qu'on appelle la biopsie cervicale avec un examen histologique derrière. Alors quand on n'a rien ou alors juste une petite inflammation, le diagnostic se fera par le frottis cervico-vaginal qui va dépister. Et puis par la suite, quand on nous répond sur le frottis qu'il y a une lésion précancéreuse, on va faire ce qu'on appelle une colposcopie, c'est-à-dire un examen au microscope, c'est un agrandissement du col, ouais. Voilà, approfondi, mais qui va surtout orienter les biopsies qu'on va faire. On ne va pas biopsier n'importe comment, on va biopsier sous contrôle colposcopique. Il faut savoir également que dans la colposcopie, il y a une classification également qui va du plus bénin ou alors du plus sympathique, du plus gentil au plus méchant. Professeur Hatem Bouzayen, vous nous avez parlé tout à l'heure de l'évolution, rapidement. Donc, on revient un petit peu sur cette évolution. Comment il va évoluer, ce cancer du col de l'utérus? Justement, pour comprendre un peu l'évolution de ce cancer et ses complications, il faut revenir encore une fois à l'anatomie. Je vous ai dit que l'utérus, c'est un organe qui est situé dans le pelvis et dans la région moyenne du pelvis pour qu'il puisse avoir de l'espace. Et donc, il a devant lui la vessie et derrière lui le rectum. Et ce sont deux organes qui ont une importance capitale dans le quotidien des patients. Et donc, ce cancer, quand il va évoluer, il va toucher la vessie et il risque de toucher aussi le rectum. Et ça donne des complications terribles pour les patientes. Ce cancer, quand il n'est pas diagnostiqué assez tôt, il a surtout une évolution qu'on appelle loco-régionale plutôt qu'à distance, plutôt que de donner des métastases classiques dans les organes qu'on connaît, le foie, le poumon, l'os. Il reste souvent à une évolution loco-régionale. Ce qui fait, c'est que ça peut toucher des organes comme la vessie et le rectum et donner plusieurs soucis aux patients avant de devenir mortel. Donc, l'idéal, c'est d'arriver avant ces stades. Le cancer du col, il va commencer au niveau du col, il peut atteindre dès le début le vagin, un peu l'utérus, mais c'est pas grave puisque l'utérus, de toute manière, il sera enlevé quand on parle du traitement classique du cancer du col, mais il peut toucher ce qu'il y a de part et d'autre de l'utérus, qu'on appelle les paramètres. Et dans ces paramètres, passent les deux urtères pour aller dans la vessie. Donc, quand il y a une évolution du cancer du col, il risque d'y avoir une obstruction des urtères et ça peut créer une insuffisance rénale qu'il faut drainer pour pouvoir soulager les patientes. Donc, ce cancer, quand il n'est pas diagnostiqué à temps, quand il n'est pas traité, risque de donner des complications qui sont très graves pour les patientes. D'accord, et si on dépiste précocement les lésions dont on parlait tout à l'heure, qu'on les traite, on peut peut-être éviter ainsi l'évolution vers ce tableau noir que vous nous brossez, professeur. Si je dresse ce tableau noir, c'est pour insister sur l'importance justement de dépister. Et c'est pour ça qu'on est là, c'est-à-dire si on parle un peu de la gravité de ce cancer, c'est pour dire qu'on peut éviter toutes ces complications en arrivant avant même la survenue de ce cancer.
Et puis il paraît qu'en plus, on a un espoir de guérison de 100% dans les formes débutantes. Exactement. En fait, c'est simple. Quand le cancer, il est encore dans le revêtement, il n'a pas franchi ce qu'on appelle, nous, la membrane basale. Cette membrane, elle sépare le revêtement de tout ce qui est vaisseau sanguin et vaisseau lymphatique. Et tant que cette membrane est intacte, les cellules tumorales ne peuvent pas aller dans le sang et dans les canaux lymphatiques. Donc, ils ne peuvent pas donner des métastases ailleurs. Il suffit d'enlever la lésion, la tumeur, et la patiente guérit à 100%. Qu'on ne parle plus de toi. Qu'on ne parle plus de toi. Allez, on passe à la prise en charge, au traitement. Comment va se faire cette prise en charge? Quelle va être la conduite à tenir? Professeur Bouzaïen. Pour le traitement, tout à l'heure je dressais un tableau noir, ça ne veut pas dire qu'à chaque fois qu'on va arriver après que ce cancer s'est déclaré qu'on n'a pas les moyens. Bien au contraire. Ce cancer a la particularité de répondre à la radiothérapie, ce qu'on appelle un cancer radiosensible. Et d'ailleurs, l'une des armes majeures pour le traitement de ce cancer, c'est la radiothérapie. Et on a aussi, bien sûr, la chirurgie. Mais la chirurgie a ses limites. Il faut arriver aux stades qui sont chirurgicaux pour que la chirurgie puisse guérir. D'ailleurs, souvent, on est amené à utiliser les deux, la radiothérapie et la chirurgie. La chimiothérapie pour le cancer du col, elle existe, elle a deux rôles. Il y a un premier rôle qu'on appelle un rôle radiosensibilisant, c'est-à-dire utilisé avec la radiothérapie pour augmenter l'effet de la radiothérapie. Et le deuxième rôle, c'est un rôle qui est relégué au stade où on ne peut plus faire grand-chose. Ça, c'est ce qu'on appelle les stades palliatifs. Et la chimiothérapie, là, elle sert comme traitement palliatif. Dans les nouveautés du cancer du col, on est en train d'essayer la chimiothérapie comme traitement néoadjuvant, c'est-à-dire avant la chirurgie, mais c'est encore au stade d'essai. Donc pour simplifier les choses, quand on arrive au stade de pré-cancer ou de cancer in situ, c'est-à-dire ce fameux cancer qui n'a pas franchi la membrane basale, la chirurgie est suffisante et on n'a pas besoin de radiothérapie. Là, c'est le principal mode de traitement, on va dire. Exactement, et on n'a pas besoin d'autres traitements. Quand on a franchi un tout petit peu la membrane basale et on est au stade de ce qu'on appelle la micro-invasion, mais on est encore des stades au cancer qui sont invisibles à l'œil nu. C'est ce qu'on appelle les stades 1A. Il y a le petit 1, petit 2, mais pour simplifier, le stade 1A, c'est-à-dire un stade qui n'est pas visible à l'œil nu, où il y a un peu de micro-invasion, là aussi la chirurgie est généralement suffisante, à moins qu'il y ait d'autres facteurs de mauvais pronostic. Et puis, on arrive à des stades comme le stade 1B, c'est-à-dire là, la tumeur est visible, elle est là, et souvent, c'est une association entre la chirurgie et la radiothérapie. Je ne vais pas rentrer dans les détails des indications, mais il faut savoir que généralement, c'est une association entre la chirurgie et la radiothérapie. Et puis, dans les stades les plus avancés, parfois la chirurgie n'est plus possible, et on s'en contente de la radiothérapie, mais malgré ça, la radiothérapie seule peut guérir un cancer du col. Alors pour la chirurgie, souvent elle fait peur aux femmes parce qu'il y a de nombreuses femmes qui sont désireuses de maternité et qui veulent conserver l'intégrité de leur utérus. Alors si on en retire une partie ou un petit bout, est-ce qu'elles peuvent quand même avoir des enfants ? Oui, tout à fait, elles peuvent concevoir par la suite. La conisation, c'est le fait d'enlever un petit cône à base exocervicale et à sommet endocervical. Donc c'est juste un cône qui va passer largement en dehors de la zone pavimenteuse cylindrique dont vient de parler mon collègue. Et le fait de faire une conisation, c'est vrai qu'il y a des répercussions obstétricales par la suite. Il y a un risque d'accouchement prématuré essentiellement. Il y a également un risque de sténose cervicale. Mais bon, avec les nouvelles techniques actuellement qu'on utilise, le risque est très faible. Bien. Donc elle peut tout à fait concevoir par la suite. C'est une femme dans son cœur, le courage et la peur. Tout à l'heure, quand on parlait de l'évolution, professeur Bouzaïen, vous disiez que la particularité de ce cancer, c'est de rester localisé en fait au niveau de l'utérus, entre la vessie. Mais moi j'ai entendu dire qu'il pouvait y avoir des métastases dans le foie, par exemple, qui étaient possibles. Donc ça peut toucher d'autres organes. Bien sûr que ça peut toucher. La quasi-totalité du cancer, in fine, peuvent toucher d'autres organes. Et c'est ce qu'on appelle dans le cancer du col les stades 4B. Parce que les 4A, justement, quand ça touche la vessie ou le rectum. Mais autant dans d'autres cancers, les métastases arrivent assez précocement, le cancer du col a la tendance de évoluer principalement en loco-régional. Mais bien sûr, les métastases peuvent survenir, mais généralement tardivement, au niveau du foie, du poumon, l'os, mais également le cerveau.
Je le disais tout à l'heure, le cancer n'est pas toujours une fatalité. Notre meilleure arme pour combattre cette maladie est sans aucun doute la prévention et le dépistage. Je me retourne vers vous, professeur Khaled Neji. On est d'accord, le cancer c'est une maladie perfide, car en général aucune douleur ne permet de le détecter à temps. Alors c'est la raison pour laquelle votre cheval de bataille, c'est la prévention Absolument. et le dépistage. Ce cancer, c'est parmi ceux qui se prêtent le mieux et le plus au dépistage. Et il est là, le col est un organe qu'on voit, qu'on peut donc examiner à l'œil nu, donc il n'y a aucune raison pour qu'on puisse arriver tardivement. Alors, la prévention, on peut faire une prévention primaire, ça c'est l'idéal, je vais revenir sur ça, et puis il y a aussi la prévention secondaire. Pour la prévention primaire, on parlait tout à l'heure d'un cancer qui est assimilé par certains à une infection sexuellement transmissible, c'est effectivement le cas. C'est bête ça, parce que du coup c'est une maladie évitable, comme le sida, comme plein de choses comme ça. Absolument, Oui. donc je voulais en arriver là, donc c'est d'éduquer la population jeune, une éducation sexuelle particulièrement, pour les inciter à utiliser les préservatifs, ça c'est très important. L'âge du premier rapport sexuel, la multiplicité des partenaires, tout ça c'est des facteurs de risque qui peuvent engendrer le cancer du col. Donc on peut réellement parler de prévention déjà, en ce qui concerne le cancer du col, voilà, c'est puisqu'on peut le prévenir en modifiant certains modes de vie, certains de nos comportements. Le tabac aussi, c'est très très important. Vous savez, en matière de prévention, on a 3 types de prévention. On a ce qu'on appelle la prévention primaire, c'est-à-dire tout ce qui est vaccin, c'est-à-dire de faire des choses avant que la maladie se déclare, le fait de ne pas fumer. Et puis on a la prévention secondaire, c'est d'arriver précocement, c'est-à-dire la maladie est là, mais on arrive très tôt. Et la prévention tertiaire, qui est une autre histoire, qui est le fait de traiter et de détecter les récidives. On a sur les dizaines de cancers que 5 cancers qui se prêtent à la prévention secondaire, qui sont le cancer du sein, du col de l'utérus, colorectal, le mélanome et la prostate. Par contre, on a pratiquement un seul cancer qui se prête à la prévention primaire, qui est le cancer du col. C'est-à-dire de pouvoir agir efficacement sur un facteur pour que ce cancer n'arrive pas. Parce que c'est vrai que quand on agit sur le tabac, par exemple, on diminue le cancer du poumon, mais on ne peut pas éradiquer le cancer du poumon. D'accord ? Ouais. Par contre, on a un moyen, Dr Neji va en parler, pour le cancer du col, qui est la prévention primaire. Donc justement, c'est de prévenir cette infection par une éducation sexuelle, par le fait d'insister sur tous les cofacteurs qu'on vient de citer, et puis la vaccination. La vaccination contre Alors ça, c'est nouveau, la vaccination. Enfin, nouveau, oui, bah ça date quand même d'une bonne dizaine d'années. Oui, mais à l'époque, il y a 15 ans, c'était simplement le stade des recherches, Absolument. à ce titre expérimental, et puis les recherches sur ce vaccin ont été couronnées de succès, et maintenant, le vaccin est bel et bien là. Alors, justement, ce vaccin a fait la preuve de son efficacité dans plusieurs pays de par le monde. En Afrique particulièrement, parce que je rappelle que ce vaccin est particulièrement efficace dans les pays en voie de développement. Pourquoi ? Parce que ces pays-là ne disposent pas d'une politique de dépistage de masse qui est organisée. Le frottis cervico-vaginal se fait de façon non organisée, voire même pas du tout. Et c'est dans ces pays-là que la vaccination trouve toute son efficacité. C'est pour ça qu'on trouve beaucoup de pays africains, d'Afrique subsaharienne, nos voisins du MENA qui ont déjà leur vaccin anti-HPV. Il a un bon pourcentage de succès. Alors, il ne couvre pas à 100%, mais à 80% quand même. À 70 à 80%, oui. C'est quand même bien. C'est pour ça qu'il faut toujours continuer à continuer la politique du dépistage par frottis cervico-vaginal. Mais sinon, c'est un moyen qui a fait la preuve de son efficacité de par l'Europe, l'Afrique, en Asie du Sud-Est. Les résultats sont là. Et je dirais même qu'aujourd'hui, on est en retard, on est en décalage par rapport à ce qui se passe autour de nous. Et on est sur ce combat, du moins à la STGO, d'insister pour introduire ce vaccin dans le programme national de vaccination, qui est un excellent programme, qui a fait la preuve de son efficacité, et on est en train de batailler pour introduire ce vaccin dans ce programme. Voilà, donc ça c'est pour la vaccination primaire. Tu voulais ajouter quelque chose ? Justement, dans ce cadre-là, on a constitué une commission au sein du ministère de la Santé récemment, justement, qui va travailler sur l'introduction du vaccin, qui travaille dessus, et on va faire une étude concernant le typage viral. Alors pardon, quand vous dites introduire le vaccin dans le calendrier vaccinal national, c'est-à-dire à partir de quel âge on va vacciner les jeunes filles ? 12-14 ans. D'accord. Avant les premiers voilà. Pas les bébés, donc non, voilà. Non, pas du tout. C'est 9-14 ans, et plus tard, chez les patientes qui seront entre guillemets sexuellement naïves, avant le premier rapport sexuel, ou tout au plus dans la première année suivant le premier rapport sexuel. C'est jusqu'à 24 ans. Mais au-delà, il n'y a pas eu de véritables résultats concernant la vaccination des patientes au-delà de 26 ans. Et donc je parlais du typage viral. Ce typage viral,
on va faire une étude et on va essayer de retrouver quel type oncogène on a en Tunisie. Ce sont des études qui ont été déjà faites. Il y a eu 2 études auparavant. Là, c'est une 3e étude qu'on va faire. Et justement, pour savoir quel type de vaccin on va introduire en Tunisie. Et voilà, sur quel type va-t-il agir. Ça, c'est une bonne chose. À ce moment-là, on aurait notre vaccin propre à notre région. Voilà. Enfin, pas tout à fait notre vaccin, mais qui va s'adresser au type qu'on a en Tunisie. Il y a actuellement 3 ou 4 types de vaccins. Et chaque vaccin va couvrir contre un certain type de virus qui ont été cités par Dr Hatem tout à l'heure. D'accord. Donc il y a le bivalent qui protège contre 2 virus particulièrement, le 16-18. Il y a le quadrivalent qui protège donc contre 4. Il y a maintenant le nonavalent qui protège contre 9 types de virus. Maintenant, c'est bien de savoir quel type d'HPV prédomine en Tunisie pour pouvoir adapter au mieux le vaccin qu'on va choisir. Et là, il y a une commission qui s'y est collée au sein du ministère de la Santé. Tout à fait. C'est le ministère de la Santé publique et la DSSB qui va travailler dessus. Malheureusement, en Tunisie, on ne dispose pas encore du typage viral dans tous les services d'anatomopathologie. Il y a uniquement le service d'anapath de l'Institut Pasteur qui en dispose. Et là, on va essayer d'élargir un peu ce typage viral à tous les services pour pouvoir justement le proposer aux patients. Parce qu'il faut savoir qu'un typage viral, enfin un test négatif, va permettre d'espacer le dépistage par le simple frottis cervico-utérin. Je rebondis sur ce fameux frottis cervico-vaginal qui reste d'actualité, même si on va introduire le vaccin. À quelle fréquence et à partir de quel âge en fait ? Déjà, je vais expliquer le geste en soi. Tout à l'heure, Dr Bouzaïen a expliqué brillamment l'histologie du col. C'est passionnant. C'est passionnant. Hein. Donc là, je rebondis pour dire que, alors comme son nom l'indique, c'est un frottis, donc il va frotter, qui va bien frotter au niveau du col de l'utérus pour essayer de ramener le maximum de cellules, et il y aura un cytologiste, un anatomopathologiste qui va voir sur sa lame si ces cellules-là sont malades ou pas. Donc c'est à peu près, grosso modo, c'est ça. Alors, à quel rythme? On est encore ce qui a été retenu depuis 91, le rythme, le frottis triennal, c'est-à-dire tous les 3 ans, si et seulement si les 2 premiers frottis étaient normaux. Voilà. Donc, tous les 3 ans jusqu'à 65 ans. À partir des premiers rapports sexuels jusqu'à 65 ans, puisque après 65 ans, on parlait tout à l'heure d'histoire naturelle du cancer du col, ça ne sert pas grand-chose de le faire après 65 ans. Alors maintenant, pour adhérer à cette politique, il faut en avoir les moyens. Il faut avoir les moyens de sa politique. Donc il faut toute une logistique d'anatomopathologistes, de recueil des lames. Il faut, à mon avis, aussi une formation continue et sérieuse des prestataires de première ligne, essentiellement les sages-femmes, les médecins généralistes, qui, à mon avis, ont un grand rôle à jouer. Dans le plan cancer, professeur Bouzaïen, le dépistage par frottis, il est comment ? Il est programmé, il est remboursé ? Racontez-nous. C'est bien qu'on en parle parce qu'en fait, peut-être nos chers auditeurs et auditrices vont dire qu'il y a un moyen, pourquoi il n'est pas là ? Parce qu'en matière de santé, il faut toujours penser, quand on fait des dépenses sur le plan national, qu'est-ce qu'on va gagner en retour ? Autant quand on fait ce qu'on appelle, parce que là depuis tout à l'heure dont on parle, c'est le dépistage de masse, c'est-à-dire quand on fait un dépistage pour toute une population donnée. Il faut savoir qu'il y a plusieurs types de dépistage. Il y a le dépistage de masse, il y a le dépistage catégoriel, c'est-à-dire par catégorie, et il y a le dépistage individuel. Et en Tunisie, certes, que dans le programme national, que ce soit même pour le cancer du sein, on n'a pas par exemple le dépistage de masse par mammographie, mais on conseille de faire ce qu'on appelle le dépistage individuel. Donc pareil pour le cancer du col, il est très difficile de mettre en place ce qu'on appelle le dépistage de masse, c'est-à-dire d'appeler toutes les femmes qui atteignent un âge donné ou pour le frottis après le premier rapport sexuel pour pouvoir faire un frottis à tout le monde, c'est ce qu'on appelle le dépistage de masse, parce que comme il a dit ça fait du monde en plus. Ça fait du monde, il faut avoir les anapathes derrière, il faut avoir le recueil de données, il faut avoir les moyens. C'est le plus efficace quand même. C'est le plus efficace, et c'est ce qu'on voudrait. On voudrait y arriver, mais pour le moment, en l'absence de ce dépistage de masse, bien sûr qu'on conseille le dépistage individuel, c'est-à-dire à toute femme qui commence à avoir ses premiers rapports sexuels, d'aller faire son frottis elle-même, chose qui est très simple à faire au cabinet du gynéco ou même chez la sage-femme. Elle peut ou faire dans les centres de planning familial. Voilà, ou les centres de planning familial, elle peut faire son frottis. Et là, je pense, professeur Khaled Neji, vous, en tant que président de la STGO, la Société tunisienne de gynécologie obstétrique, il faut sensibiliser absolument tous les gynécologues de toute la Tunisie, pour qu'eux-mêmes, ils proposent ça à leurs patientes, qui demandent à leurs patientes de le faire. Oui, absolument. Donc, que ce soit dans le public ou dans le privé. Il y a un travail de sensibilisation par rapport aux médecins surtout. Mais je rebondis sur ce que vient de dire Hatem. Notre problème ici, je disais tout à l'heure, on voit les cancers du col à un stade assez tardif. Mais pourquoi ? Parce que justement,
Les patientes qui ne peuvent pas accéder facilement aux soins, qui sont pas sur le Grand Tunis, qui n'ont pas le gynécologue dans le quartier, ne vont pas aller faire leur frottis elles-mêmes chez leur gynécologue. Elles n'ont pas les moyens. Voilà. Elles vont venir consulter avec leur cancer du col au stade 3 et 4. C'est ça le problème. C'est pour ça que le dépistage de masse organisée reste quand même le plus efficace maintenant. Je suis d'accord, difficile à mettre en place au jour d'aujourd'hui. Si j'ai un message à passer, c'est d'inviter les autorités à accélérer le processus d'introduction de ce vaccin anti-HPV dans notre programme national, parce que non seulement ça va sauver des vies, non seulement on ne peut pas rester comme ça un peu en retard par rapport à ce qui se passe dans la région, et puis surtout même au niveau du coût, en termes de coût de santé, à court terme et à moyen terme, on va être gagnant. Parce que la prise en charge d'un cancer du col à un stade avancé va coûter beaucoup plus cher que l'introduction de ce vaccin. Alors, enfin, je dis que c'est notre responsabilité que d'ici 20 ans, les femmes qui vont développer un cancer du col ne vont pas nous pardonner le fait qu'on ne l'a pas introduit aujourd'hui. Donc, il faudrait peut-être suivre l'exemple des pays scandinaves, comme vous le disiez tout à l'heure. Oui, dans ces pays-là, ils ont éradiqué le cancer invasif du col. Nous, on est au stade de vacciner contre ce cancer et on est certain que ça va déboucher sur des conséquences très positives pour la femme. Il n'y a pas que les pays scandinaves. Hors antenne, le professeur Leila Ati me disait qu'il y a par exemple le Niger aussi qui a... Le Niger, l'Arabie Saoudite, le Maroc, qui l'ont introduit. Ah bah bravo, donc pour une fois on est en retard. On est en retard parce que, comme disait Dr Hatem tout à l'heure, et il a raison, quand on voit le chiffre de 300 cas par an, ça peut ne pas paraître beaucoup. Mais ces 300 cas, c'est 300 cas de trop. C'est 300 familles endeuillées. C'est juste un mot, parce que les 300, peut-être les gens restent étonnés entre la différence entre nous et le Niger. Vous savez que dans les pays africains, vu qu'ils n'ont pas les mêmes mœurs que nous, les mêmes habitudes que nous, le cancer du col est beaucoup plus fréquent qu'en Tunisie. D'ailleurs, il y a des pays, et ça paraît peut-être bizarre, il est même en premier lieu avant le cancer du sein, alors qu'on sait tous que le cancer du sein est de loin le premier cancer. Donc voilà, c'est parce qu'il n'est pas si fréquent qu'on peut peut-être se dire qu'il y a une hésitation à l'introduire. Mais certes, il y a un bénéfice à avoir le vaccin en Tunisie. Fais pas ci, fais pas ça, viens. Fais pas ci, fais pas ça. Attention, prends. Fais pas ci, fais pas ça. Des gestes à éviter en matière de santé. Fais pas ci, fais pas ça. Et tout de suite, notre fais pas ci, fais pas ça. En tour de table, je vais vous demander de tirer la sonnette d'alarme sur des habitudes à proscrire en matière de santé. Ces conseils de prévention peuvent se rapporter alors soit au cancer du col, notre sujet du jour, au cancer féminin en général ou autre, mais toujours dans votre domaine de spécialisation. Alors chacun d'entre vous à tour de rôle va dénoncer un mauvais geste, une attitude qui peut entraîner des conséquences graves pour la santé. Je vais commencer avec vous, professeur Hatem Bouzayen. Vous êtes professeur en chirurgie carcinologique à l'Institut Salah Aziz. Quel serait votre fait pas ci, fait pas ça? Et là, je prends tout de suite mon autre casquette qui est membre du Comité national de lutte anti-tabac. Et s'il y a quelque chose vraiment qui me tient à cœur, c'est le tabac. En Tunisie, on essaye on a des lois qui malheureusement ne sont pas appliquées. Et la lutte anti-tabac, elle n'est pas au point. Je pense qu'on doit faire davantage. Et si j'ai un message clair à faire passer, le tabac, non seulement il est à l'origine de maladies cardiovasculaires et pulmonaires, mais il est à l'origine, à lui tout seul, d'une quinzaine de cancers. Les paquets de cigarettes, fumais-tu? Donc, si on peut éviter ce fléau, on gagnerait énormément en matière de lutte anti-cancer. Et pas que, la semaine dernière, on enregistrait une émission avec les urologues, donc le tabac, notamment pour ces messieurs, est cause d'impuissance, est cause d'infertilité, donc il y a plein de mots. Donc, et en parlant d'urologie, c'est la première cause de cancer de la vessie. Tout à fait. Fais pas ci, fais pas ça. Votre fait pas ci, fait pas ça, professeur Leila Ati Mahbouli. Alors moi, je dirais plutôt faites-vous dépister tout au long de l'année. N'attendez pas l'octobre rose, faites que votre mois de l'année, tout votre mois de l'année soit rose. Le cancer du sein dépisté précocement peut guérir totalement, donc faites-vous dépister. Consultez votre médecin si vous avez une gêne au niveau des seins, une gêne persistante, un nodule, un écoulement mamelonnaire, une rétraction, une modification de la peau, faites-vous dépister. Essayez, dans la mesure du possible, de vous examiner vous-même par une autopalpation une fois par mois, juste après les règles pour les patientes qui sont en activité génitale. Le premier jour du mois, par exemple, chez les femmes ménopausées, palpez-vous.
essayez d'inspecter vos seins et au moindre signe, consultez votre médecin traitant et faites-vous dépister par des mammographies au-delà de 45 ans. Faites votre dépistage vous-même. À quel rythme les mammographies? Alors, mammographie de dépistage, c'est tous les 2 ans, 2-3 ans, au-delà de 45 ans, et beaucoup plus tôt en cas de facteurs de risque, notamment de cancer dans la famille ou d'autres facteurs de risque du cancer du sein. Et puis, faites du sport, mangez sainement et faites beaucoup d'activités physiques et allaitez vos enfants. Et ne fumez pas. Et ne fumez pas, bien sûr. Voilà. Fais pas ci, fais pas ça. Votre fait pas ci, fait pas ça, professeur Khaled Neji. Oui, je rebondis sur allaiter vos enfants. Alors moi, il y a une idée reçue et une fausse croyance qui vraiment me laisse donc perplexe. Cette histoire de Halib Mahsour. Halib Mahsour, c'est le lait encastré ou lait emmagasiné. Alors on dit ça pour les jeunes mamans qui sont en train d'allaiter, qui viennent consulter pour une boule dans le sein. Je vous rappelle que le cancer du sein est en train de rajeunir et qui est en train de toucher la femme de plus en plus jeune, donc du coup, qui peut être enceinte ou qui est en train d'allaiter. Et il n'y a jamais de cette histoire de Halib Mahsour, donc il n'y a jamais ça. Il faut surtout toujours vérifier qu'il s'agit C'est-à-dire, expliquons en français, Halib Mahsour, donc on va le traduire en français, ça serait du lait emmagasiné, encastré dans le sein, dans un sein. Donc quand une jeune femme, par exemple, qui est en train d'allaiter a une boule, sa famille va lui dire « Oh, t'inquiète pas, c'est juste du lait qui est emmagasiné ». Alors le problème, c'est que assez souvent, c'est pas la famille non plus. Non, c'est pas la famille non plus. C'est aussi les prestataires. Donc, il faut faire attention. Il n'y a pas de Halib Mahsour. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il y a des nodules qu'il va falloir explorer. Peut-être qu'il s'agit de nodules bénins, mais le cancer du sein est en train de toucher la femme de plus en plus jeune. Donc, il peut s'agir d'un néo derrière. Donc, il n'y a pas de Halib Mahsour. Et là, je m'adresse aussi bien aux patientes qu'aux prestataires, qu'aux sages-femmes, qu'aux médecins. C'est très clair. Merci à vous, notre émission touche à sa fin. Alors un grand merci à nos invités, le professeur Leila Atia Mahbouli, chef du service gynécologique au CHU Charles-Nicolle et vice-présidente de la STGO, la Société tunisienne de gynécologie obstétrique. Merci à vous, professeur Khaled Neji, chef du service B au centre de maternité Wassila Bourguiba, président de la Société tunisienne de gynécologie obstétrique. Et un grand merci à vous aussi, professeur Hatem Bouzayen, professeur en chirurgie carcinologique à l'Institut Salah Aziz, membre de la Société tunisienne de chirurgie oncologique nouvellement créée, à qui nous souhaitons longue vie et plein succès d'ailleurs. Merci à vous tous. Merci. Santé pour tous. Santé pour tous. Magazine médical, produit et présenté Par Denis Echeouch.